Parle au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, dans tous nos états, bien sûr, comme toujours et comme tous les jours, et nous sommes là pour avoir question à tout, et vous le savez, avec vous, auditeurs de Sud Radio. Eh bien, hier, le président de la République, Emmanuel Macron, était au Rwanda, et plus précisément à Kigali, au mémorial du génocide terrible qui a eu lieu à partir dans l'année 1994. On va en parler, et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez terrible. Et que veulent dire aujourd'hui les paroles d'Emmanuel Macron? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive le pardon. Très belle chanson de Kizito Mihigo, le Rwandais Kizito Mihigo, qui est l'apôtre de la réconciliation rwandaise, justement, au moment où après l'horreur, eh bien, il faut réconcilier et que la vie continue, et c'est bien, et il y a participé. Et est-ce que Emmanuel Macron y participe? En tout cas, c'est son intention en allant faire un discours justement à Kigali hier. Écoutez cet extrait. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait alors une responsabilité accablante. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don, alors, de nous pardonner. Alors ces paroles rappellent effectivement, elles sont en partie contenues en mars, un rapport d'historien dirigé par Vincent Duclerc, consacré au rôle de la France au Rwanda, avait conclu en mars dernier aux responsabilités lourdes et accablantes de la France et à l'aveuglement du président socialiste de l'époque, François Mitterrand, et de son entourage face à la dérive raciste et génocidaire du gouvernement Hutu que soutenait alors Paris. Charles Onana, on vous avait reçu il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, pour votre livre, un livre passionnant que je recommande, je l'ai déjà dit aux éditeurs de Sud Radio, Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, aux éditions de l'Artilleur. Vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Afrique, des grands lacs et des conflits armés. Et vous avez effectivement bien esquissé l'origine de cette horreur qui a eu lieu. Mais parlons d'aujourd'hui, donc, reconnaître les responsabilités, régime génocidaire, responsabilité accablante, faites-nous le don de nous pardonner, et la France a un rôle, une histoire, responsabilité politique. Qu'en dites-vous ? Eh bien, il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de non-dits, beaucoup de contradictions dans cette affaire-là, parce que tout le monde aujourd'hui, il est bon ton de tirer sur le président François Mitterrand, de parler de son aveuglement, de parler des erreurs et des fautes. Je pense qu'il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Le président Macron a parlé également dans son propos des accords d'Arusha. Mais qui est l'instigateur des accords d'Arusha? C'est bien le président François Mitterrand. Et c'est absolument incroyable qu'on ne puisse pas relever au moins le fait que ce régime, le président Habyarimana, que tout le monde critique aujourd'hui, et les rebelles Tutsis qui étaient en conflit armé, c'est parce que Mitterrand a exercer son influence sur Habyarimana que la possibilité d'un dialogue a pu permettre aux deux parties d'arriver à la signature des accords de paix d'Arusha. Est-ce qu'il serait malhonnête intellectuellement de le reconnaître et de le reconnaître comme une action de politique étrangère de la France dans cette affaire-là? Donc vous dites, Charles Onana, quand Emmanuel Macron dit que la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique, vous vous dites oui, mais elle est positive à ce moment.
moment-là. Ben, ou pas? écoutez, si on prend les séquences de cette affaire-là, on va constater que dans tout ce qui s'est dit aujourd'hui, de tous les acteurs politiques au niveau international qui étaient impliqués dans ce conflit, le seul pays qui est en auto-accusation d'abord et en accusation ensuite, c'est la France. Est-ce que vous entendrez des Américains se mettre en accusation comme les Français le font aujourd'hui vis-à-vis de leur pays? Je ne crois pas. Est-ce que vous entendrez les Britanniques qui étaient impliqués aux côtés du FPR se mettre en accusation aujourd'hui par rapport aux conséquences de la prise de pouvoir de Paul Kagame, aux conséquences au Congo? Je ne crois pas. Donc la France est aujourd'hui le seul pays, non seulement qui ne reconnaît pas le travail qui a été fait par, par François Mitterrand en son temps à l'époque, qui a abouti aux accords de paix d'Arusha, mais on parle d'aveuglement. Et parlons-en d'aveuglement. L'aveuglement, c'est un terme extrêmement vague. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Est-ce que le président Mitterrand a organisé, demandé, exigé une population, une catégorie de la population rwandaise soit exterminée? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire l'aveuglement? On parle d'accords militaires, mais les accords militaires, c'est pas Mitterrand qui a signé les accords militaires avec le Rwanda. C'était à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis ensuite, lorsque la guerre a été déclenchée en 1990, la première offensive militaire, que fallait-il faire? Fallait-il laisser le FPR venir prendre le pouvoir au Rwanda par la force, comme le FPR l'a fait finalement en 1994? Le FPR de Kagame. Kagame, avec l'extermination évidemment des millions de morts qu'on a eu par la suite, ou fallait-il empêcher cela et amener les gens sur la table des négociations pour obtenir des accords de paix et pour pouvoir arriver à une élection démocratique? Je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, le signal que la France est en train de lancer aujourd'hui à travers cette initiative au Rwanda, est un mauvais signal aux démocrates africains. Parce que les démocrates africains sont des gens qui continuent de croire et d'estimer qu'on doit arriver au pouvoir de façon pacifique par les élections libres et démocratiques. Qu'on soit minoritaire ou majoritaire, il faut arriver à convaincre qu'on est capable de gouverner dans l'intérêt général, dans l'intérêt national. Et pas par des coups d'État, par des attentats terroristes et par la violence. Et c'est ça, c'est cette position-là que la France a du mal à voir, que les dirigeants français actuels ont du mal à voir dans les relations franco-africaines. Ce que vous dites donc, Charles Onana, c'est qu'un discours comme celui-là, en fait, si on regardait la géopolitique d'aujourd'hui, en 2021, des États africains, vous m'avez dit justement hors antenne, mais à ce moment-là, pourquoi le Rwanda et pas tous les autres? C'est-à-dire, la France, en proclamant sa relative responsabilité, mais responsabilité quand même, puisqu'il l'a dit, vous dites à ce moment-là, géopolitiquement, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Mais écoutez, soyons précis. J'ai eu la chance de faire une enquête sur la Côte d'Ivoire. En 2011, lorsque le président Laurent Gbagbo a été renversé à la demande et avec l'aide du président Nicolas Sarkozy. Cette affaire-là a créé des millions de morts, y compris des militaires français. 9 militaires français ont été tués dans le bombardement du camp militaire français de Bouaké. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette affaire-là? Il est arrivé que non seulement le président Gbagbo a été renversé dans une affaire de politique intérieure qui relevait des élections démocratiques dans ce pays, la France de Nicolas Sarkozy avait soutenu une rébellion, comme les Américains ont soutenu la rébellion de Paul Kagame au Rwanda. Eh bien, c'est la rébellion qui a remporté la victoire à la place d'une élection libre et démocratique. À la suite de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé effectivement que le président actuel de la Côte d'Ivoire, non seulement il a fait les 2 mandats que lui attribuait la Constitution, mais il a modifié la Constitution pour faire un 3e mandat. Et la France n'a rien dit. Elle a validé cela. Bon, est-ce que on pourrait aujourd'hui, à partir du moment où on reconnaît ses fautes au Rwanda, est-ce que les Français, M. Nicolas Sarkozy par exemple, seraient tout à fait fondés d'aller demander des excuses aux Ivoiriens pour une action illégale qui a été menée là-bas? Est-ce qu'aujourd'hui, le même Nicolas Sarkozy qui s'est retrouvé impliqué dans la chute du colonel Kadhafi, est-ce qu'il serait prêt à aller en Libye demander des excuses? Parce que là encore, les excuses, peut-être pas des excuses, mais la reconnaissance de ses fautes serait tout à fait légitime pour une raison très simple, c'est que c'est le renversement de Kadhafi qui a créé maintenant une vague d'immigration terrible sur l'Europe, avec des gens qui meurent dans les mers, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le déferlement
des armements utilisés par les terroristes dans l'ensemble du Sahel. Ça, c'est une faute lourde et une responsabilité lourde quand on est un pays comme la France qui a... Alors, quand vous allez demander, vous allez vous excuser, vous allez demander à reconnaître vos fautes au Rwanda, Kigali, au Rwanda, oui. où effectivement la France est bien comportée, là où elle s'est mal comportée, comme ça a été le cas en Libye et en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que demain les Ivoiriens, quand ils vont demander aux Français, vous avez reconnu les fautes au Rwanda, il faut que vous reconnaissiez les fautes en Côte d'Ivoire, les Français vont dire non. Quand ils demanderont, quand les Libyens demanderont aux Français, vous avez commis des fautes graves ici, avec des conséquences sur l'Europe, sur votre pays, y compris sur l'ensemble de terrorisme, parce qu'il y a des Français qui sont enlevés au Sahel, d'autres qui ont été tués, des militaires français ont également été tués au Sahel. Et à l'intérieur, on le sait, avec l'exportation de la chose, etc. Oui. Vous allez demander des excuses aux Libyens. Je pense que le signal qui est envoyé aujourd'hui, la France met le doigt dans un engrenage dans lequel il lui sera très difficile d'en sortir. Il faut avoir la tête froide, garder son calme et essayer de reconnaître les faits historiques. Parce qu'à travers les faits historiques, au moins, on peut s'expliquer, on peut se défendre et on peut avoir un argumentaire qui se tient. Là, on va demander pardon. C'est quoi la contrepartie de cette reconnaissance? Monsieur Kagame, aujourd'hui, n'a jamais reconnu le moindre mal qui aurait été fait aux Français. Il y a 3 Français qui ont été tués dans l'attentat. D'ailleurs, c'est la famille des pilotes qui avait demandé, effectivement, la famille des pilotes français. La famille des pilotes français avait déposé une plainte en 1997. 3 Français ont été tués dans l'attentat, mais il n'a jamais reconnu. Et non lieu en 2020. Et voilà. Et puis, le président Macron a dit, par exemple, il faut que l'œuvre de la justice soit poursuivie. Mais l'enquête sur les victimes françaises de l'attentat est bloquée à Paris par des manipulations politiques. Je sais de quoi je parle puisque j'ai travaillé dessus. Ben oui. Et quand il y a 2 gendarmes français qui ont été tués en 1994, pas un mot, ni du côté rwandais, ni du côté français. Est-ce qu'on peut aller, quand le président Macron dit qu'il faut faire don de pardon, je suis totalement d'accord avec lui qu'il faut faire don de pardon. Mais vous savez, en Afrique, on fait don de pardon à partir de la vérité. On ne fait pas don de pardon sur le mensonge, sur les ambiguïtés, les non-dits. Là, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'ambiguïtés et beaucoup de mensonges. Et peut-être que l'émotion, justement, dans sa forme, peut-être l'émotion est légitime, mais l'application de l'émotion ne l'est peut-être pas. Restons, comme vous dites, la tête froide et dans les faits. Et Absolument. La réalité des faits. Absolument. Et ce sont ces faits qui vont permettre, de savoir que si le FPR avait pris le pouvoir en 1990, il l'aurait pris dans un bain de sang effroyable. Et c'est ça que la France et le Zaïre, qui est aujourd'hui aussi victime du massacre, du viol des millions de populations, subit. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui est reconnu aujourd'hui, non seulement par les rapports des Nations Unies, mais également par un certain nombre de populations au Rwanda, que M. Kagame a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et aussi des crimes de génocide. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Mapping et c'est le rapport Gersony qui est le rapport d'un Américain. Le génocide, il y a eu lieu, hélas, dans tous les sens. Et absolument. Ça qui est terrible, et puis, allons encore beaucoup plus loin. Oui. Dans le rapport, dans le document, dans le propos du président de la République, mais il n'y a que des Tutsis. Il n'y a que des Tutsis. Est-ce qu'il n'y a que des Tutsis qui ont été victimes du génocide ou est-ce qu'il y a aussi eu des Hutus modérés? On en a parlé avec vous et effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, merci de vos éclaircissements parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, dans la géopolitique actuelle, la France n'a pas seulement à se présenter comme avec flagellez-moi, avec probité candide et lin blanc. C'est pas comme ça que ça se passe. J'en profite d'ailleurs pour rappeler le livre de Charles Onana, Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, aux éditions L'Artilleur.